Et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on vous avait compris, on va parler des résultats de MSCI qui sont tombés tout simplement hier. On a eu un cours de bourse qui a pris une belle petite claque, un moins 10%. Et justement, dans cette vidéo, on va aller essayer de démêler le vrai du faux. On va aller voir pourquoi en détail grâce au slide dispo sur Bagger. J'y reviendrai après. On va aller vraiment en voir en détail les résultats de la boîte. On va pas juste lire le résumé hein, fourni par une IA, ça on s'en fiche, n'importe qui peut le faire. Moi j'ai envie d'apporter un petit peu de valeur ajoutée en ayant tout simplement les résultats en slide, en allant regarder est-ce que les moins 10% c'est mérité, est-ce que c'est un petit peu abusé. Je vous donnerai aussi mon prix juste en fin de la vidéo, donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche, mettre un pouce, un commentaire sur la vidéo si ça vous aide à mieux comprendre le business, à comprendre aussi les résultats. Vous êtes au bon endroit les amis. Et je ferai une vidéo aussi dimanche pour regarder les résultats de Google. Je crois qu'on a du Rollins, on a pas mal d'entreprises intéressantes. Donc n'hésitez pas à me suivre si ce n'est pas encore fait. À aller sur les réseaux, que ce soit le Discord, X, etc. Vous retrouverez mes achats en direct. Et bien évidemment, je peux faire cette vidéo tout simplement grâce à l'outil Bagger, le meilleur outil pour faire du stock picking et suivre son portefeuille tout simplement. Vous allez hop dans l'onglet résultats, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais les résultats sont tombés hier. Et le lendemain, vous avez les slides, les communiqués, etc. Vous allez juste faire une petite Google traduction parce que vous les avez en anglais, mais c'est un petit peu mieux de pouvoir les lire en français. Bien évidemment, vous avez les traductions un petit peu frauduleuses, mais ça vous donne une meilleure compréhension du résultat. Parce qu'en fait, si vous lisez juste comme un golem, les EPS ont été mises de 1%, le chiffre d'affaires est mis comment dire, de 30 millions même pas, de 3 millions de dollars, le titre baisse de 10%, c'est normal, vous allez avoir aucun avantage compétitif. Le seul avantage compétitif que vous allez pouvoir faire en faisant du stock picking, c'est justement en allant regarder ce que les autres ne font pas, en allant regarder l'intérieur des résultats. C'est ce que je fais, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à me suivre et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on passe aux résultats. Et ce qu'il faut bien comprendre avec MSCI, c'est qu'il y a 4 segments d'activité, mais la principale, c'est le segment indice. Donc en fait, c'est tout simplement vos ETF, hein, le MSCI World, le MSCI Emerging Market, la CWI, etc. Donc en fait, c'est des redevances versées par les ETF et les fonds indiciels. Et vous avez aussi des indices personnalisés pour les institutionnels. Donc en gros, vous êtes BlackRock, vous reversez des redevances à MSCI pour utiliser le MSCI iWorld, etc. Vous avez compris. Donc ça, c'est environ juste cette partie indice, c'est 53% du chiffre d'affaires. Après, vous avez le segment analytique qui est en numéro 2 ici, hein. Donc là, en vrai, ça va être les risques du marché, les risques de crédit, les risques de liquidité, les attributions de performance, les analyses factorielles, etc. Et ça va vraiment être les clients, donc les BlackRock, les Vanguard, les banques, les assurances, les hedge funds, etc. Et on a le segment durabilité et climat, donc là, c'était tout ce qui était risque ESG, etc. Donc là, ils ont un petit peu sweepé ce segment-là, vraiment pour aller chercher tout ce qui va être donné sur le climat, donc montée des eaux, sécheresse, incendie, ouragan, tout ce bordel. Vraiment, ils vont essayer de sweeper là-dessus, mais on va avoir pas forcément une décroissance, mais une croissance très très lente. C'est plus vraiment la mode, hein. Il n'y a plus personne qui veut investir sur des boîtes via les risques ESG, etc. Tout le monde s'en fout un petit peu, mais ils ont fait une note à 17 000 entreprises, etc. Avec les notes AA, A+, etc. Vous les avez tous déjà vus. Et on a en quatrième segment d'activité les biens privés. Donc là, ça va être des notations sur le crédit privé, etc. Et on voit que c'est entre guillemets ridicule en termes de revenus par rapport aux chiffres d'affaires du segment indice. C'est vraiment le segment indice qui tire tout et le segment analytique en deux. Et on a deux plus petits segments qui arrivent derrière. Mais c'est important de comprendre dans quoi on investit. Quand on investit dans MSCI et pour regarder les chiffres, il faut bien comprendre justement ces segments de revenus. Donc on va revenir en haut, on a notre petit Henri Fernandez qui achète des actions comme un petit cochon, on va aller le revoir. Hop, c'est ici. On va aller le revoir et ça c'est quand même intéressant aussi de savoir que tu as ton CEO qui rachète des actions parce que tout simplement il est confiant. Hop, il en a acheté le 15 mai à 560 $. Ça c'est pareil, je vois très peu de gens en parler, mais il faut regarder où se place le CEO dans les principaux actionnaires, combien d'actions il a et est-ce qu'il en achète ou pas. Donc pour lui la boîte est sous-évaluée, j'ai envie de dire ça veut rien dire en tant que retail, mais c'est important quand même de le prendre en compte, hein. Si vous voyez que la boîte n'allait pas grossir, etc., il n'aurait certainement pas racheté d'actions. Donc on a les résultats du deuxième trimestre 2026. On a des BPA qui sont tombés à 4,94, en hausse de 18,5% par an, alors qu'ils étaient attendus, je crois, hop, on les a là à 4,99, donc ils ont mis de 5 centimes en termes de bénéfices par action. On a une croissance du chiffre d'affaires de 12% en year of the year, donc trimestre comparable.
Et on a surtout un record historique des ventes nettes de nouveaux abonnements à 28 millions de dollars. Vous allez me dire, putain, mais 28 millions de dollars, ça fait pas beaucoup, etc. On ira voir pourquoi c'est très important. Et on a surtout 21 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion à l'échelle mondiale indexés sur des indices MSCI. Donc clairement, investir dans MSCI, c'est investir dans les parts des ETF qui ne feront qu'augmenter, en tout cas pour moi. Et on a aussi MSCI qui va acquérir First Street, justement, pour évaluer les risques climatiques physiques pour plus de 2 milliards de structures dans le monde pour gagner justement des parts de marché là-dessus. Et hop, on va aller les voir ici, donc les revenus déclarés, donc 12,2% de croissance du chiffre d'affaires, on a un taux d'abonnement à plus 8,1%, on a une marge d'EBITDA qui reste stable à 62,1%, la marge opérationnelle qui est augmentée de 120 points, donc à 56,2%, croissance d'EBITDA à 13,5% et on a des free cash flow à 371 millions de dollars pour le deuxième trimestre 2026. On a eu des actions de racheter, 260 000 actions d'effacées au deuxième trimestre et les BPA, voilà, croissance de 18,5%. Donc ça, on l'a vu, c'est très bien. Maintenant, on va aller voir un petit peu la croissance de chaque segment. Donc maintenant, on va s'intéresser à la croissance des petits segments d'activité et on voit que le segment indice a eu une croissance de plus 18%, ce qui est excellent. Et dans le segment indice, vous avez deux sous-segments. Vous avez les revenus d'abonnement récurrents, donc c'est-à-dire BlackRock qui paye MSCI pour utiliser, comme on l'a dit, le MSCI iWorld, etc. Et vous avez les revenus de frais liés aux actifs. Donc plus vous avez d'actifs sous gestion, donc plus Jean-Michel qui fait son DCA tous les mois va mettre son petit pognon sur le MSCI iWorld, le MSCI Emerging Market, etc., plus MSCI va gagner du pognon. Et ça, va falloir qu'on le compte nous-mêmes, cette croissance-là, parce qu'en fait, on ne nous l'a pas demandé. Donc, je vais appeler le Fernandez, là, il va commencer de me mettre cette croissance, hop. Donc, en fait, on arrive à croître de quasiment 26,5% du deuxième trimestre 2025 au deuxième trimestre 2026 sur les revenus de frais liés aux actifs. Pourquoi? Parce que vous avez énormément de gens qui, encore une fois, mettent de plus en plus d'argent via des ETF et c'est très bien en fait. Et plus vous avez d'encours des ETF qui montent, plus vous avez de rémunération liée aux frais d'actifs. Mais attention, si demain vous avez un crack, que vous avez tous les indices qui donnent de moins 30%, vous avez forcément moins d'actifs sous gestion et vous avez hop, cette partie-là qui va venir se déprécier. Et hop, on va aussi calculer la croissance ici. Je crois que je l'avais calculé, il me semble. 263, on va le faire ensemble en direct. 0,7. Il me semble qu'on était sur 11%, non? Ouais, voilà, on est sur 11,5% de croissance des revenus d'abonnement récurrent. Donc ça ne bougera pas, même si vous avez une baisse des indices. Par contre, ce chiffre-là peut bouger à la baisse, comme fortement à la hausse quand on a des indices qui montent. Et après, on a le segment analytique qui augmente de 8%, donc ça c'est plutôt bien. Le segment durabilité et climat, on l'avait dit, hein, ça va peiner pendant des années hein, à augmenter. Bref, ça va être un segment qui va, on va dire, augmenter de 2 à 3% à mon avis sur les 5 prochaines années. C'est pas là qu'il faut attendre de la croissance. On a le segment crédit, notation de crédit privé qui est à plus 4%. C'est pas non plus là qu'il va falloir s'attendre à une énorme croissance. L'énorme croissance qu'on peut attendre sur MSCI, elle est vraiment là, elle est vraiment dans la partie indice et elle va être vraiment aussi drivée par les revenus de frais liés aux actifs et il faut aussi qu'ils arrivent à vendre énormément d'abonnements et d'arriver à avoir un beau taux de rétention sur les abonnements et ça on va aller le voir après. On a la slide aussi qui nous explique les facteurs de croissance du bénéfice par action, donc là c'est assez simple à comprendre. On a une croissance organique de l'entreprise à 0,65 $. On avait des BPA ajustés à 4,17, donc vous rajoutez la croissance des revenus quasiment en dollars, vous enlevez les dépenses 0,65 $, c'est assez simple à comprendre. Là faut pas faire attention, hein, c'est la Google Traduction, ça veut dire que les 0,29 c'est tout simplement les rachats d'actions, donc mécaniquement vous avez moins d'actions, donc vous avez plus de rémunération, enfin vous avez plus de croissance par action, donc de BPA, et vous avez tout simplement les intérêts des dettes et autres dépenses. Quand vous avez vous avez fait des maths, hein, quand vous avez les petites les petits chiffres qui sont entre guillemets, c'est du négatif. Et après on a les impôts et les frais, enfin le taux de change tout simplement. Donc là on arrive avec tout ça à plus 18,5% à 4,94. Donc en gros pour PAMIS il aurait fallu chercher 5 centimes quelque part, hein. Donc peut-être 2 centimes de moins de dépenses, 1 centime de moins de 1 centime de plus d'actions rachetées, etc. Bref, vous avez compris comment est calculé ce petit BPA en fait, et il nous l'explique assez simplement. Et ça c'est pas mal, hein. J'aimerais que toutes les entreprises arrivent à se bouger un peu les fesses pour
nous fournir des slides aussi, détaillés que MSCI. On voit que c'est vraiment des financiers les potes, hein. Donc on a le taux alors là, c'est pareil, hein, c'est un miss du Google Trad. C'est pas le taux de croissance du deuxième trimestre, c'est la consolidation du chiffre d'affaires pour la fin d'année. Simplement, on peut la retrouver, hop, ici, non, mince, on va aller dans quantitatif. On a, un chiffre d'affaires qui nous est prévu à 3 500 000 000 € et tout simplement MSCI avec les résultats déjà du premier semestre nous donne un chiffre d'affaires final à 3 480 000 000 €. Donc on serait sur un miss de hop, on serait sur un miss de 20 à 40 millions de dollars. Enfin, oui, à 40 millions de dollars. Après, à voir exactement, hein, je pense qu'ils sont, en tout cas, ils sont dans les clous, à peu près de ce qui était attendu. On va aller voir en termes de résultats. Prévision du CA, on avait, ouais, voilà, ils sont entre le CA moyen et le CA low, 349, 352. En tout cas, ça va à peu près se tenir. Il n'y aura pas de gros miss en termes de, comment dire? De mise du chiffre d'affaires et on a, voilà, on attend 17 de croissance des indices, 7 de l'analytique, 3 du segment, climat et 8 du, notation de private equity et on a 80 ça c'est hyper important, on a 93,3 de taux de rétention. Donc ça, on ira voir un petit peu, mais c'est hyper, hyper, hyper important et on a une croissance du taux de renouvellement de 25 tiré par des encours records sous gestion. Donc il y a énormément de pognon sur les ETF, donc on a MSCI qui en profite. Et en fait, avant d'avoir les résultats d'MSCI, vous allez voir les résultats de BlackRock. Si BlackRock, généralement ils postent avant, toujours une semaine avant je crois. Et en fait, si vous avez BlackRock qui casse tout, vous savez que le segment indice d'MSCI va casser la baraque tout simplement. Donc là, on passe dans une slide hyper importante, c'est le nombre de renouvellements des abonnements. Je vais, hop, pousser un peu ma tête et je vais zoomer aussi parce que là, c'est une slide hyper importante. On a dit qu'on avait énormément de revenus qui étaient liés aux abonnements. Il faut que ces abonnements croient, d'année en année. Donc hop, on va aller déjà ici, on a, le nombre d'abonnements récurrents, leur taux de croissance. Donc là, c'est pas forcément, le comment dire? C'est tout simplement la croissance des abonnements déjà existants, plus la vente d'abonnements trimestre après trimestre. Donc on est à plus 8% de croissance, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les gens se réabonnent et surtout on arrive à avoir une augmentation des prix pour les Amériques, mais on voit qu'on a très peu de ventes d'abonnements pour cette région-là. Pourquoi? Parce qu'on a déjà 1130 millions de dollars de revenus. On a overbooké là, cette partie du monde, entre guillemets. Donc ça va être très compliqué d'avoir des nouveaux abonnements qui vont faire croître après le taux de croissance. Parce que là, on n'a que 0,3% de nouveaux abonnements pour la région Amérique. Par contre, quand on regarde la région hop, IMIA, donc Europe, Moyen-Orient, Afrique, on est à plus 9%, plus 17 millions de dollars de nouveaux abonnements, plus 19 millions en Amérique, même si on a très peu de croissance, on arrive à avoir énormément d'argent. Et la région IMIA, en termes de revenus, elle est à 960 millions de dollars, plus 7% en croissance. Et la région qui est hyper intéressante, c'est la région Asie-Pacifique, hein, donc Chine, Japon, Australie, bref, toute l'Asie. Et on a 12 millions de dollars de nouveaux abonnements vendus, plus 24% sur la période, et on est à plus 12% en organique. Donc ça, c'est très important, sachant qu'on a encore une fois un taux de rétention, hop, je remets ma tête là, on a un taux hop, de rétention extrêmement intéressant, donc c'est très important à prendre en compte. Et maintenant, on va aller voir la slide 13 qui est aussi hyper intéressante. Hop, et dans cette slide, ce qui est important de noter, c'est tout simplement les frais basés sur les actifs. Et on voit qu'on a une croissance de 36% sur les frais basés sur les ETF, entre le deuxième trimestre 2025 et le deuxième trimestre 2026, plus 11% sur tout ce qui était les indices non ETF, et vous avez des contrats à terme et des options, plus 8%. Et ce qui est intéressant aussi, hop, à noter, on va aller le voir, c'est que les actifs sous gestion moyens, donc la moyenne de tous les actifs sous gestion d'MSCI, est de 1,869 milliard au deuxième trimestre 2025. Et une année plus tard, on a quasiment fait plus 1 milliard à 2,706 millions de dollars d'actifs sous gestion moyens sur tous les ETF de MSCI. Donc, et en plus, ce qu'on voit ici, c'est que les frais en fait, pour, gagner 1 milliard d'actifs sous gestion moyens, n'ont pas été obligés ils n'ont pas été obligés de réduire drastiquement les frais. Il y a une petite baisse des frais, mais en fait, il y a tellement d'actifs sous gestion qui rentrent, qu'ils peuvent tout simplement pratiquer des frais bien plus intéressants pour arriver à capter plus de capitaux et en ayant, bien cette masse, d'actifs sous gestion qui augmente 1 milliard en seulement un an, hein. Je sais pas, c'est de 1 milliard d'actifs sous gestion moyens, c'est quand même de la folie, les amis. Et on arrive, justement, quel est, comment dire? Les indices boursiers, qui progressent le plus.
On a alors nous, c'est les États-Unis en fait, on a 29 de, croissance, vers, les actifs boursiers liés, aux États-Unis. On a plus 63 vers les marchés émergents, donc l'emerging market, hein, qui marche du feu de Dieu. On a plus 63 en un an et 32 pour tout ce qui va être, autre, hein, donc et ex-marché US. Donc le ACWI et cetera. Vous avez, tout ça, ça rentre dans cette partie-là et on a vraiment une croissance de fou sur les ETF, hein. C'est exactement pour ça pourquoi l'entreprise, m'intéresse et ce qu'on peut voir depuis qu'on dissèque les résultats, c'est qu'on n'a pas forcément des résultats qui sont mauvais. Donc pourquoi on a une baisse? On va aller la voir un petit peu plus tard, mais pour moi, elle est vraiment pas, problématique. Et voilà la slide de la Discord. Pareil, il faut que j'enlève un peu ma tête, sinon vous allez rien voir. Mais là, c'est tout simplement les guidance qui ont été redonnés pour la fin d'année 2026, donc les 6 derniers mois. Donc on a, des frais d'exploitation qui, sont up, hein. On avait, 1 entre 1 490 000 000 et 1 530 000 000. Maintenant, on a 1 535 000 000 à 1 575 000 000. Donc des frais d'exploitation en hausse, on est d'accord. On a des charges d'EBITDA qui sont en hausse entre 5 et 30 millions de dollars en plus. Et on a des intérêts qui sont un petit peu en hausse aussi, 2 à 4 millions de dollars. Donc franchement, c'est pas énorme. Par contre, on a des amortissements et charges d'amortissement qui restent stables. Non, qui sont en hausse de 5 millions, pardon. On a un taux effectif qui reste stable. Les dépenses en capital restent stables par contre. Et le flux de trésorerie disponible, donc les free cash flow, sont en augmentation au minimum de 15 à ouais, de 15 millions de dollars en plus. Donc oui, on a des frais qui sont augmentés. Peut-être, hein, encore une fois, hein, on a un minimum qui est augmenté d'environ 35 millions de dollars pour les frais d'exploitation et on a un flux de trésorerie qui va être augmenté de 15 millions. Donc oui, on a une augmentation des frais, mais on a surtout aussi une augmentation du flux de trésorerie disponible. Et les frais sont dus aussi à l'acquisition de First Street pour comment dire, les risques climatiques, etc. Donc ça a été expliqué. Maintenant, c'est pas non plus, on n'est pas sur des capex de zinzin, donc je sais pas comment le marché va réagir quand ils vont s'apercevoir des capex d'Amazon ou de Google, etc., qui sort ce soir, hein, les résultats de Google, je vous ferai une vidéo dimanche. Mais voilà pourquoi le titre est pris moins 10%. Attention, c'est pas, pour moi, c'est pas forcément incompréhensible, hein. Le titre était quand même fortement évalué. On a quand même une croissance, mais on n'a pas non plus une croissance méga explosive. Et vous avez voilà 20, 30 millions, peut-être 40 millions de frais d'exploitation en plus, ce qui a fait un moins 10%. Mais on n'est pas non plus dans quelque chose de dramatique, clairement pas en tout cas. En tout cas, moi, c'est ce que je pense au vu des résultats que j'interprète. Donc, on a aussi toute une partie où il nous blablate que l'IA va améliorer tout un tas de choses, etc. À voir un petit peu ce que ça va donner. Moi, l'IA, j'ai envie de dire, j'attends de voir ce qu'ils sont capables de faire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous avez des nouveaux indices de lancer, les amis. Hop, et je me suis fait des petites notes. Donc on a des nouveaux indices sur le crédit privé, vous avez aussi des nouveaux indices sur l'immobilier européen. Vous avez aussi un nouvel indice sur la santé. Le premier indice thématique pour le MSCI Real Asset, hein, couvrant les établissements de soins pour personnes âgées en Europe. Et vous avez aussi 125 pardon, nouveaux indices factoriels de la value, de la quality, du momentum, etc. Donc qui dit plus d'indices MSCI dit plus de revenus, notamment par la capacité, enfin le nombre d'argent, le nombre d'assets sur ces ETF-là et aussi le nombre de petits abonnements qui vont venir dans notre poche. Donc là, on est content. Et on a aussi des nouveaux indicateurs, ça va être pour le, comment dire, les informations de qualité d'investisseurs et de crédit privé, couvrant plus de 29 000 prêts et de 13 000 emprunteurs. Donc là, ça va aussi augmenter ce petit segment-là. Et sur les notations de crédit privé, etc., je pense ils ont quelque chose à jouer clairement. Maintenant, hop, on va passer justement au point de la dette aussi, qui était un petit peu, j'ai vu comment dire, personnes commencer à dire oui, attention, leur dette est grosse, etc. Je crois qu'ils ont 6 milliards de dettes et ils ont surtout pas besoin de refinancer leurs dettes jusqu'à horizon 2030. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, il me semble que je ne sais plus où j'ai vu ça marqué, mais c'est de la dette. Attendez, est-ce qu'on a. Je sais plus où je l'ai vu marqué, mais c'est de la dette. C'est pas des taux fixes, hein, donc c'est des dettes à taux variable, il me semble. Mais bah, je ne suis pas du tout inquiet pour la dette, hein. Ils peuvent la refinancer largement. Ils ont 6 milliards de dettes, mais je crois qu'ils ont 3 ans d'EBITDA
versus dette, donc c'est pas du tout, un problème pour moi. Les notations de crédit n'ont pas bougé, il y a pas de problème. Leur cash, je crois qu'ils ont, ils le disent ici, mais ils veulent pas, maintenir plus de 300 millions de dollars de cash. Pourquoi? Parce que pour eux, l'argent, c'est soit en rémunération d'actions, on va aller le voir juste après ici, ou soit en dividende, soit tout simplement en, amélioration, hop, de l'entreprise. Donc ils font, hop, des petites acquisitions. Donc là, on a une approche rigoureuse du capital. Donc qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire? Que le dividende a augmenté, je crois qu'on est à plus de 20 sur les 10 dernières années, il me semble, peut-être même un peu plus. On est, un objectif de, 40 à 50 du BPA ajusté, et on a 2,50 $ pour le prochain, trimestre de déclaré par, MSCI, et on a une croissance annuelle de 23 du dividende par action depuis 2014. Et si, on va le voir après, mais si en fait ils n'avaient pas cette allocation de rachat d'actions, on aurait un payout de zinzin sur MSCI. Et en fait là, vous l'avez pas le payout. Pourquoi? Parce qu'en fait vous avez énormément de rachats d'actions, vous avez 42 de payout, c'est totalement tenable, et pourtant vous avez une augmentation sur 10 ans de 23 du dividende. C'est pour ça que je le dis à chaque fois, mais des entreprises full dividende qui ne font pas du rachat d'actions, bah, à un moment donné, ils sont bloqués en fait. Ils ont tellement un gros payout ratio par rapport à leur free cash flow, sachant que c'est des boîtes qui n'arrivent pas à grossir énormément parce que c'est du coca, etc. Ils sont sur une fin de croissance, quoi. C'est plus de la croissance, c'est juste de la croissance entre guillemets d'augmentation des prix, hein. Ils peuvent plus aller sur d'autres marchés, ils ont conquéri toute la planète. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on est passé de 86 millions d'actions en circulation en 2019 à 73 millions. Donc on a du rachat d'actions de zinzin, 9 milliards de rachats d'actions depuis 2012, oui, depuis 2012. Et ils en ont beaucoup racheté en 2025, à 2 milliards 419 millions. Et là, depuis le début d'année, ils ont racheté 544 millions. Donc on peut s'attendre à quasiment 1 milliard de rachats d'actions sur 2026. C'est plutôt très très correct. Maintenant, il nous reste 2 slides à aller voir et je vous donnerai mon prix juste et ce que je pense moi des résultats. Donc là, très important, les indicateurs données, clés de performance sur tout simplement le, taux de croissance annuel du taux de renouvellement des abonnements, et on voit qu'on a une croissance stable. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait énormément, de pourcentage de croissance, ils ont gagné énormément de parts de marché, et cetera. Mais au bout d'un moment, bah, quand vous avez tout le monde qui est abonné chez vous, parce que vous avez les meilleurs tout simplement indices, bah, c'est très dur d'aller chercher de la croissance. Donc vous avez tout simplement une croissance qui, je pense, va tourner autour de 7 à 8%. Mais ce qui est très important ici, c'est le taux, enfin c'est la tendance trimestrielle, je vais y arriver, du taux de rétention. Et on voit qu'au plus bas, on avait un taux de rétention de 93%, et là, on est à 95%. Donc tout simplement, quand les gens sont abonnés pour suivre les indices MSCI, ils restent abonnés. Et ça, c'est vraiment le principal indicateur qu'il faut absolument regarder, les amis, quand vous allez regarder les résultats des MSCI. C'est est-ce que le taux de rétention ne descend pas en dessous, voilà, des plus bas, on avait 93, 92,8. Il faut faire absolument attention à ce taux de rétention. S'il venait à chuter en dessous de 90, ça voudrait dire qu'on a des concurrents qui font mieux qu'MSCI, donc on aurait des guerres de prix, etc. Ça serait vraiment pas bon pour le business. Et là, on voit que c'est pas le cas. C'est pas Mundi qui va arriver avec ses indices à moitié pourris et qui va pouvoir faire quelque chose. Et c'est pas non plus, S&P Global. Pourquoi? Parce que S&P Global se, contente du, S&P 500. Et en fait, les gens, ils veulent se diversifier, ils veulent aller chercher d'autres parts de, croissance, d'autres parts de marché, et à part MSCI, c'est les seuls vraiment à proposer une offre aussi, grosse. Donc ça, c'est très, important à regarder, et c'est vraiment la chose qu'il faut le faire absolument quand vous allez regarder les résultats. C'est pour ça que les résultats, ça ne se regarde pas juste les BPA, et cetera. Il faut rentrer dans le cœur de l'entreprise. Je sais que c'est chiant, ça demande du temps, et cetera. C'est pour ça qu'aussi je le dis à chaque fois, mais en fait, avoir, comment dire? Avoir, des ETF, un socle ETF, c'est très bien parce que ça demande du temps d'aller faire du stock picking, et cetera, et vous avez énormément de Mongoliens qui sont juste sur des actions semi-conducteurs, ils y comprennent absolument rien. Tout monte, donc c'est magnifique, et là, on a eu une baisse, je crois, du SOX, de quelques pourcents la semaine dernière, et vous alliez, regarder quelques discussions ou autres, ou quelques forums, c'était déjà la fin du monde. Les mecs savaient plus s'il fallait vendre, et cetera. Donc quand ça va donne très, très fort. Maintenant aussi, ce qu'on peut regarder, c'est la croissance annuelle du taux de rétention des indices, justement. Donc là, en bleu, c'est quoi? C'est la croissance annuelle des commissions. Donc plus vous avez des indices qui montent, donc plus vous avez d'argent qui monte sur ces ETF, plus vous avez de croissance. Par contre, là, on a vu quoi? En 2022, on a vu une baisse des indices. Et ben vous avez tout simplement une baisse de la croissance des commissions liées l'argent qu'il y a sur ces indices. Donc ça reste assez quand même cyclique.
Donc là, on a une magnifique hausse comment dire, de la croissance annuelle des commissions. Mais est-ce que ça va rester à 25%? Bien sûr que non. Le jour où on va avoir un retracement, on aura un retracement aussi dans comment dire, de l'argent gagné tout simplement via les actifs sous gestion qu'il y a sur les ETF. Mais ça, c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut regarder aussi, c'est la croissance du taux de croissance des abonnements. Ben là, on est encore à 11% et on voit qu'on est stable, hein. Depuis le premier quarter 2021, 11%, on reste à 11 à 12% du taux de croissance. Donc, on arrive à aller chercher des nouveaux parts de marché, on arrive à faire des augmentations et c'est très bien. Pareil pour le segment analytique et après, les autres segments sont un peu moins intéressants à les regarder, mais on arrive globalement à faire du 7 à 8%. Donc, ce qu'il faut s'attendre, c'est le segment analytique en croissance, je pense qu'on peut partir sur du 7 à 8%. Et le segment indice, ça, tout va dépendre en fait de la croissance des commissions. En fait, plus va y avoir de cash sur les ETF, plus les gens vont mettre sur ces ETF, plus les ETF vont monter, plus les résultats des entreprises vont monter, plus vous allez avoir un MSCI qui va gagner énormément d'argent sur ce segment indice. Maintenant, on va passer à mon prix juste. On va essayer aussi de regarder dans quel portefeuille ça peut faire sens et pourquoi beaucoup de gens se trompent aussi quand ils achètent du MSCI. On va passer côté valorisation pour MSCI. On va aller faire une valorisation, moi je pense en tout cas assez conservatrice. On va prendre un 9% de croissance des free cash flow par action, un multiple final de 27. On aura un prix juste autour de 200, de 200, de 540 dollars. Maintenant, vous allez me dire pourquoi tu en as acheté à 550, pourquoi tu en as acheté à 560. J'en ai pris 3 à 560, 3 à 550 et j'ai encore une poche de cash sur MSCI. J'ai environ 2000 à 2500 euros pour renforcer ma position. Tout simplement parce que je trouve que j'étais conservateur. 9% de croissance et des free cash flow par action, c'est pas du tout inatteignable, sachant qu'en fait, vous avez déjà 1,5% de rachat d'actions. Donc en fait, vous avez besoin que de 7,5% de croissance organique des free cash flow en moyenne sur 5 ans. Un multiple final de 27, je trouve que le multiple final là, il est très cohérent parce que quand on prend la moyenne depuis 2008, on a une moyenne une médiane pardon, à 28,58. Donc on est en dessous de la médiane. Maintenant, il y a un risque sur le multiple final et c'est celui-là qui va driver toute notre performance parce que les 9% de croissance des free cash flow par action, ils sont quasiment validés. Mais c'est tout simplement si vous avez un crack en fait. Parce que les gens qui vous disent oui, mais je prends MSCI dans mon portefeuille pour me décorréler un petit peu de la tech et l'IA, c'est totalement faux. Parce que vous êtes drivé par les indices. Les indices, ils sont drivés par quoi en ce moment? Est-ce qu'ils sont drivés par l'automobile et le soin? Ou est-ce qu'ils sont drivés par Nvidia, les hyperscalers et tout le narratif semi-conducteur IA, etc. En fait, ils sont drivés, les indices, par l'IA. Donc en achetant MSCI, vous allez surfer aujourd'hui sur l'IA, mais c'est pour moi une action à mettre en fond de portefeuille. C'est pour ça que je suis rentré peut-être un petit peu cher, mais j'avais vraiment envie de l'avoir en portefeuille. Parce qu'on n'est pas à l'abri demain qu'en fait on ait une hausse des indices de peut-être encore, je sais pas moi, 50% d'ici 2 ans ou 3, on n'en sait fichtrement rien. Et en fait, vous allez être drivé par aujourd'hui l'IA, mais dans 10 ans, ça sera peut-être la robotique, dans 20 ans, ça sera peut-être le quantique, etc. Et je trouve que quand on a une valo qui, pour moi, je la trouve intéressante, hein, vous payez ça à 25 fois les operating cash flow, on n'est pas sur les soldes du siècle. Je vous l'ai dit sur mes réseaux, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, X, etc. C'est tout en commentaire épinglé et vous l'avez aussi dans la description. On n'est pas sur des soldes du siècle, mais je trouvais qu'avoir cette position en fond de portefeuille, hein, donc moi je pense qu'elle ne sera pas dans mon top 5, clairement pas, mais l'avoir dans mon fond de portefeuille, je trouve cela hyper intéressant. On va aller faire un petit review du portefeuille, on est à 11% de croissance, vous allez me dire putain mais c'est de la merde par rapport au début d'année, mais qu'est-ce que tu as fait? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a créé un socle ETF 2023, 2024, mi-2025. Derrière, on a créé là, tout simplement, ma stratégie quality. Donc ce portefeuille-là, on l'a créé à peine, il a 1 an, même pas, hein, il a ouais, un petit peu plus d'1 an quand même, on va pas déconner, mais il y a énormément de positions qui ont été rajoutées, donc en fait ça tire la performance vers le bas. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de positions qui viennent d'être créées. Nvidia, je l'avais déjà, mais j'ai créé cette grosse position en 2026, pardon. Mastercard, création 2026, Tencent 2025, Microsoft, j'ai rajouté quand même une bonne part en 2026, Resmed 2026, Google 2024-2025. 2026, 2026, 2026, 2026, 2026. Et j'ai 2 positions, que ce soit sur Symbotic que j'ai rajouté ou MSCI que je n'avais pas avant. Donc faut que je mette mon portefeuille à jour. Maintenant, clairement, moi, là, le portefeuille, il est en train de se dessiner. Et maintenant, je vais m'attaquer un petit peu
en termes de valeur. Et MSCI, je la vois bien rentrer voilà, à 10% du portefeuille. Je pense que ça serait très bien. J'ai pas non plus envie d'avoir une surpondération. J'ai envie d'avoir une surpondération sur Nvidia, Mastercard et Amazon. Ça, c'est vraiment mon top 3. Et après, ça se jouera avec du Tencent. Google, c'est beaucoup trop cher. J'aimerais l'avoir dans mon top 5, je ne peux pas. Et MSCI, elle va se retrouver par là. Pourquoi c'est important aussi quand vous faites tout simplement des achats et quand vous achetez des entreprises, c'est les réfléchir comment vous les voulez et comment vous voulez, surtout comment vous voulez les implémenter dans votre portefeuille. C'est ça qui vous sera sur perf les indices. Même si vous commencez comme moi avec énormément de flux entrants dans vos portefeuilles, on voit que j'arrive à surperformer les indices alors que j'investis énormément depuis très peu de temps. Pourquoi? Parce que je prends le temps de créer un portefeuille et une stratégie qui est hyper, en tout cas moi que je trouve smart. C'est pas pour me vanter ni rien, j'ai rien à vous vendre. Vous pouvez exactement faire la même chose. Vous pouvez créer votre stratégie tout simplement et vous n'avez pas besoin d'acheter des formations bidons. Je le répète à chaque fois, mais en fait vous allez lire des bouquins, vous allez regarder un petit peu ce que font les autres. Vous allez vous aussi créer des deep dives, créer des méthodologies d'achat et en fait vous allez acheter des bonnes entreprises à des prix sympas et vous allez tout simplement laisser faire le temps en fait. Et vous voyez que dans mon portefeuille, non, on va y revenir ici. Dans mon portefeuille quality, à part Nvidia, est-ce que j'ai des entreprises de semi-conducteurs? Non. Est-ce que j'arrive à surperf les marchés? Oui, de très peu, peut-être, parce que le portefeuille vient d'être créé. Mais sur horizon 5, 10, 15 ans, je pense que je vais mettre des calottes aux indices, tout simplement. Et j'ai quand même une base ETF. On a, hop, un portefeuille ETF qui est là. J'en ai pas beaucoup, il y en a un qui va disparaître. Et il y en a un, c'est tout simplement ici, non, il est là. Les bons du trésor, c'est tout simplement ma poche de cash dans le portefeuille. En gros, j'ai 4 ETF, point barre. Et c'est un socle ETF qui fait des performances de zinzin, les amis. On a, je crois, depuis que j'ai fait le portefeuille, on est quasiment à 25% de perf. Et ça, vous pouvez le faire aussi. Et justement, faites-vous une poche ETF pour que MSI continue à gagner de l'argent. Bref, et j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo, que je vous ai aidé à un petit peu décortiquer ces résultats, hein. Je pense que ma vidéo, sans me vanter encore une fois, mais sera très qualitatif par rapport à quelqu'un qui va arriver sur les résultats, qui va vous dire ouais, donc là, plus 43%, c'est pas mal, le management est content, ok, c'est bien, les perspectives, au revoir. Non, en fait, il faut regarder les slides, c'est chiant à faire, ok, ça je veux bien le comprendre, mais sinon, si vous regardez pas les slides, vous n'allez pas pouvoir faire justement une projection de croissance conservatrice, mais fiable quand même. Et moi, je vous dis encore une fois, aucun conseil d'investissement, mais je pense qu'entre 500 et 550 $, on a une fenêtre d'opportunité sur MSCI. Vous n'allez pas faire x3 dans les 2 ans ou les 3 ans à venir, ça c'est clair et net. Mais clairement, c'est une boîte qui peut rentrer dans un fonds de portefeuille et qui va vous suivre toute votre vie d'investisseur. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'IA, demain, ça sera la robotique, après-demain, ça sera le quantique. Mais MSCI ne bougera pas et il y aura bien sûr, il y aura des moments où ça sera un petit peu plus difficile pour elle. Les gens vont retirer un petit peu d'argent sur les ETF. Il y aura moins peut-être de hype aussi sur les ETF dans le futur. Il y aura une hype qui va reprendre à un moment donné, mais ça, c'est une boîte à avoir à vie dans un portefeuille. C'est pour ça que je la voulais et que je la veux à bon prix. Tous ceux qui l'ont acheté au-dessus de 560 $, bah, j'ai envie de vous dire, les mecs, bonne chance à vous, mais vous allez pas forcément avoir de gros perfs dessus. En tout cas, sur les 5 ans à venir, je pense que au-dessus de 560 $, ça sera pas non plus comment dire, ça sera pas non plus la panacée, mais ça sera pas déconnant non plus en vrai, hein. Je pense qu'on peut avoir des bons petits trucs sur MSCI qui nous attendent. Encore une fois, abonnez-vous et n'oubliez pas, en investissement, la chose la plus importante, c'est qu'investir est une formidable raison d'être heureux, surtout dans MSCI.